Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, le King de retour de vacances parce que oui, le programme s'annonce particulièrement chargé pour cette reprise. Me trompe-je? Non, non, tu ne te trompes quasiment jamais. Oh waouh. Écoute, on est rentré, on est rentré on a donné ce qu'il fallait donner aux familles pour qu'elles soient un peu, qu'il y ait quand même une petite coupure sur l'année et qu'on puisse partager le temps avec voilà, les différentes familles. Nous sommes revenus et ça travaille très fort pour le 3 septembre avec Taylor, Nassoudine et Cyril. Et puis pour le 2 septembre avec Ares. Voilà, ça va être chargé comme tu as dit. Tu as raison. Et ben voilà pour un mois de septembre et une rentrée qui s'annonce particulièrement chargée donc pour Ares, mais aussi pour l'UFC. Fernand, là on va revenir sur les actualités du moment, à commencer par toujours cette espèce de serpent de mer qui est l'UFC Afrique pour l'organisation, donc c'est Dana White qui a été interviewé par GQ Sports, et donc on lui a posé la question sur un UFC Afrique, est-ce que ça allait se dérouler, et il a répondu positivement, définitivement que ça allait avoir lieu, mais toujours pas de date. Est-ce que toi, t'y crois, ou tu te dis que c'est un peu de la com de la part de Nawad qui, mine de rien, aujourd'hui avec Francis, avec Kamaru Usman, avec Israël Adesanya, il a des représentants du continent, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait de matérialisation pour cet événement-là. Et ce n'est pas si facile que ça à matérialiser. Je pense que c'est pas de la com. Je pense qu'ils vont Sachant vraiment que le toi, faire. oui, je permets de le dire, t'as organisé Ares 1 au Sénégal, donc en Afrique, donc tu sais aussi comment ça peut se passer un événement international sur place. C'est ça. On a même organisé à moitié Ares 3 en Afrique du Sud. Toute la carte FAT4 a été faite, salle réservée, hôtel réservé, matériel déplacé, et puis finalement le Covid est arrivé et nous a stoppés. Ce n'est pas facile de faire ces déplacements-là sur un nouveau continent comme l'Afrique. Je pense que ce serait pour Dana White comment dire, un manque à gagner que de ne pas aller en Afrique. C'est pour son intérêt. Il n'a pas intérêt à mitonner en disant je vais faire l'Afrique, mais je ne fais pas l'Afrique. Je pense qu'il a vraiment intérêt à le faire. Ça prend du temps, ils ont déjà prospecté sûrement, ils savent déjà où ils vont aller. Certainement, pour moi, l'Afrique du Sud, ça m'étonnerait qu'ils puissent aujourd'hui aller au Nigeria ou au Cameroun parce que il faut une certaine culture. La Fédération camerounaise des MMA, par exemple, fait du très bon boulot, s'acharne à faire du bon boulot, mais ça reste le public n'est pas encore assez éduqué à acheter le ticket pour aller regarder des matchs de MMA de la même manière qu'ils vont regarder un concert, par exemple. Alors qu'en Afrique du Sud, euh, l'EFC a fait un très bon boulot depuis très longtemps. Il y a plein de petites organisations satellites en Afrique du Sud, mais il y a l'EFC qui a fait un gros boulot. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'avais été attiré par l'Afrique du Sud et que Ares 3, après la Belgique, on allait en Afrique du Sud. Parce que, encore une fois de plus, on est obligé d'avoir une vision entrepreneuriale. Mon cœur peut être au Cameroun, mais il y a toujours ce truc de se dire concrètement où est-ce qu'en ce moment, on peut rentabiliser une salle de 5000 places, de 7000 places. C'est en Afrique du Sud qu'on peut rentabiliser ça sur le MMA parce que l'écosystème est prêt. Les sponsors vous suivent là-bas. Les partenaires vous suivent, la télévision vous suit. Enfin, il y a quasiment tout qui est déjà préparé. Bah, c'est ma devinette pour le pays qui pourrait être le pays d'accueil. Maintenant, je ne suis pas sûr que je n'ai pas les mêmes moyens que l'UFC. L'UFC pourrait décider de fabriquer son écosystème à Yaoundé ou à Abuja et fabriquer son écosystème et tout se passerait comme ils veulent. Parce qu'ils ont les moyens de le faire. Même si le public ne suit pas, ils peuvent le faire même à perte, c'est pas un problème. Ma devinette, en tout cas, enfin, mon petit, ma stratégie, mon petit sens de stratégie me dit qu'ils vont aller d'abord en Afrique du Sud et que peu importe que ce soit en Afrique du Sud, on a une très grosse population du Nigeria en Afrique du Sud, on a une très grosse population camerounaise en Afrique du Sud, on a la passerelle et les transports entre ces pays et puis l'Afrique du Sud qui est relativement facile. Les Africains savent déjà le faire. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on pourra avoir un gros événement sur ce pays-là.
je, je vois mal aller tout de suite directement dans les pays concernés, par exemple le Nigeria, je les vois mal tout de suite se poser là-bas. Je ne Hmm. suis pas sûr qu'en termes de, martialement parlant, en termes d'événementiel, que le public suive. Les infrastructures sont là. L'Afrique est très bien développée de ce côté. Les gens se trompent beaucoup sur la vision qu'ils ont de ce qui se passe réellement en Afrique actuellement en termes d'organisation. Vous avez qu'à aller chercher les conseils qui s'organisent en Afrique. Vous allez voir que c'est impressionnant. En termes d'événementiel, on sait faire. Le véritable problème, c'est est-ce que le public va suivre L'UFC a pris du temps à arriver en France, histoire de construire un peu ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu des nationaux français qui sont allés combattre. Nassourdine, Cyril Gann, Manon Fiorot, Benoît Saint-Denis. Ces personnes sont allées combattre à l'étranger et ont ramené, bien entendu, je n'oublie pas tout le passé, hein, tout ce qui sont arrivés un peu avant eux, toute l'ancienne génération qui ont fait l'UFC aussi et qui ont tiré cette couverture vers la France. Mais c'est la source de tout ça qui pousse que on ait construit une certaine nappe qui puisse permettre au MMA, à l'UFC de pouvoir vendre en moins de 10 minutes 20 000 places. Bah, c'est ce qu'on va rechercher. Quel est le pays africain qui pourrait vendre 15 000 places en 10 minutes? C'est ce qu'on va rechercher. C'est pas, on va pas se concentrer juste sur les origines des athlètes, mais aussi sur la population qui peut tout de suite remplir la salle. Et puis forcément, l'Afrique du Sud a déjà une expérience avec d'autres organisations américaines, comme la NBA par exemple. On va passer, vous le savez, il y aura des questions, il y a une partie questions, une partie actualité dans King Energy, mais là, il y a une question. Vous pouvez les poser dans l'espace commentaire sur YouTube. Qui fait référence à l'actualité? C'est la semaine passée, un certain Bonical a impressionné tout le monde au Dana White Contender Series, puisque oui, il s'est imposé par soumission en moins d'une minute, mais non, il n'a pas validé son ticket pour l'UFC. C'est une première dans l'histoire. Dana White a dit on va le refaire combattre une nouvelle fois, donc il va combattre en septembre prochain. Et donc la question de Sly Bolo, c'était dans la catégorie Nassourdine, on s'inquiète déjà de Bonical, point d'interrogation, parce que ce monsieur, selon Fernand, a peut-être le full package. Il faut s'inquiéter. C'est une alerte, c'est un vrai drapeau rouge. euh, euh, Bonical couvre les deux côtés. C'est un très grand lutteur. C'est un gros lutteur qui a quasiment tout obtenu en lutte. Quand je dis tout obtenu, c'est que, vous savez, à l'UFC aujourd'hui, celui qu'on considère comme étant le plus grand lutteur de tous les temps, vous savez c'est qui? Vas-y, vas-y. Statistiquement parlant, on parle de Georges Saint-Pierre. Mhm. C'est que il y a Habib qui, techniquement sur le terrain, montre qu'il sait lutter mieux que Georges Saint-Pierre. Il n'y a aucun problème. Statistiquement parlant, sur les papiers, celui qui a le plus amené les gens au sol et c'est le moins fait amener au sol, c'est Georges Saint-Pierre. Quelqu'un qui n'a jamais fait de la lutte de sa vie et qui n'a pas fait de la lutte voilà, la vraie lutte, tu vois ce que je veux dire? Habib, d'ailleurs, défend plus sur le sambo que la lutte. En gros, il aime beaucoup mieux l'école du sambo que l'école de la lutte elle-même. Donc, il y a des lutteurs qui sont des lutteurs bons, on va dire. Quel est le meilleur lutteur? C'est que, par exemple, en judo, on va dire, quel est le meilleur judoka qui ait jamais foulé l'UFC? Et on va vous parler des carrières parisiennes. Si on parle de lutteurs, on va dire, si on parle de quel est le lutteur, comme elle est la judokate, quel est le judoka le mieux capé au monde, qui est foulé les pieds de l'UFC, on va vous parler de Ronda Rousey ou on va vous parler de Harrison qui est au PFL, en termes de, si on prend le monde entier. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a ceux qui ont les médailles et qui sont très bons, comme Henry Cejudo, et il y a ceux qui sont juste très bons en lutte et qui ont compris comment lutter et mieux lutter. Georges Saint-Pierre est arrivé, c'était un karatéka, il ne savait pas lutter, il a appris à défendre la lutte. Ensuite, il s'est dit, bon, maintenant que je suis bon en défense de lutte, je vais peut-être apprendre des timings pour essayer de scorer les points en lutte. Et il est devenu l'un des meilleurs lutteurs statistiquement parlant. Beau, Nikal fait les deux. Ce petit a été 3 fois NCAA. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il a été champion national de lutte 3 fois.
ça veut dire, si on considère que les Américains sont sur le podium de la lutte souvent et que probablement ils sont deuxième ou troisième sur le podium, Ouais. on peut considérer que Bo a été un champion du monde 3 fois. Ou en tout cas, il a fait le podium mondial 3 fois. Il a été champion des U23. Donc, la lutte à moins de 23 ans. Aujourd'hui, ce jeune a 26 ans. On vous parle d'un jeune qui a 26 ans. Il rentre au Contender Series, il a 26 ans. Il a 2 combats en amateur, 2 combats en professionnel. Il les a tous gagnés. Tout le temps au premier round. Il a même fait un combat dans une organisation de Masvidal, juste avant de rentrer à l'UFC, où il a mis l'un des plus beaux KO venu d'un lutteur. Le mec est extrêmement dominant en lutte, mais il a mis un combo foudroyant et il a couché le mec, mais avec une certitude imparable. Il s'entraîne dans une salle où il y a, où il a un coach qui est aussi qui est un boxeur de très haut niveau, qui boxe qui boxe à un très bon niveau national aux États-Unis et qui, lui, le prépare, lui en boxe, et lui, le prépare en lutte. C'est un combo magique. Et ces deux-là font quelque chose de phénoménal. Mais en tout cas, Bonical pourrait, s'il le voulait, amener qui il veut au sol quand il veut. C'est qu'il y a peu de personnes avec lesquelles je pourrais dire avec certitude qui peuvent amener au sol Nassourdine Imavov. Là, tout de suite, si Bo veut amener Nassourdine Imavov au sol, il amène au sol. Quand je vous dis il a été NCAA, quand je vous dis par exemple qu'il a été U23, les championnats qu'il a fait, il les a fait à 92 kilos. C'est que le mec, il est plein déjà. Et c'est un mec qui, depuis 5 ans, depuis 5 ans, il lutte. Ça veut dire qu'il y a la compétence, l'expérience du Muay Thai, l'expérience de la boxe, et il y a ce qu'on appelle l'expérience de la compétition. Bonical a l'expérience de la compétition. Ça fait juste 20 ans que ce gosse sait perdre le poids. Il sait aller à la compétition, il sait prendre le bus, prendre l'avion, être concentré, il sait être bon dans l'état d'esprit de la compétition. Il n'a pas de panique. Récemment, il a fait une compétition où son adversaire n'était pas au poids. Et donc, il arrive, son adversaire n'est pas au poids, et il dit, pour moi, c'est un manque de respect, c'est un professionnel. Je ne sais pas comment on fait pour faire ça. Ça fait 20 ans, j'ai jamais loupé mon point de poids. Je suis toujours au poids. C'est une école de vie pour moi. Il est sûr de lui. Il parle bien. Il ne parle pas trop. Il parle bien. Il a la certitude qu'il va take over. Il dit, je suis là actuellement hors de l'UFC, le meilleur prospect qui existe au monde. Je sais que dans quelques années, on va take over. J'ai créé une population, une fanbase énorme sur la lutte. Cette fanbase me suit au MMA et je sais que bientôt, on va tout éclater. Donc, est-ce qu'il est capable de mettre en danger Nassourdine aujourd'hui sur le MMA complètement? C'est compliqué à dire. C'est un excellent grappeur. Son dernier combat, il attaque une guillotine à mot de Mackenzie, celle qu'avait fait John Jones sur Machida. Le gars modifie la tête, change la tête et il ne peut pas continuer sa guillotine. Il va la modifier en 1 seconde, il tourne, il prend le dos et il va l'étrangler. C'est un excellent grappeur. C'est ce qui se fait de mieux sur le papier en lutte actuellement. Là, sur le papier en lutte, quand tu as Henry Cejudo à l'extérieur, c'est le meilleur lutteur sur le papier tout de suite. Quand on a DC Cormier, John Jones a été NCAA champion national 1 fois. Le reste, ce qu'il y a là actuellement, Bonical est le meilleur lutteur qui ait jamais foulé le tapis d'un truc de MMA de nos jours, du vivant. Tu ajoutes à ça son niveau de boxe qui est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Tu ajoutes à ça sa manière de communiquer, son style, c'est un problème. Ok, et pour toi, donc là à l'instant T, un Bonical et Dana White Contender Series, pas quelle est la limite, mais jusqu'où peut-il aller? Est-ce que toi tu es en train de te dire là, on a vraiment quelqu'un qui sportivement peut atteindre les sommets et rapidement surtout? Il va atteindre les sommets. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'essaie de le signer sur arrest de toutes mes forces.
il est dangereusement bon. Le véritable problème, c'est qu'il sait qu'il est bon. Et du coup, comme il sait qu'il est bon, il ne veut rien d'autre que l'UFC. Il ne veut rien d'autre que l'UFC. Enfin, il le sait qu'il est fait pour ça. Il le sait qu'il est vraiment bon. Et, et c'est le seul mec en MMA que je pense qu'il peut, là, tout de suite, faire tomber Ousmane Camaro quand il veut. S'il veut que Ousmane tombe, il le fait tomber. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Il y a peu de personnes sur la planète qui peuvent faire tomber. Je pense il y a peu de personnes du même poids que Ousmane sur la planète qui peuvent faire tomber Kamaru Ousmane. Il y a très peu de personnes. Et le point commun de toutes ces personnes-là, c'est qu'elles ne savent pas quoi faire quand elles sont arrivées au sol. Pour avoir le niveau de faire tomber Ousmane Kamaru, il faut qu'on soit complètement unidimensionnel et qu'on ait fait la lutte toute sa vie. Qu'on soit un champion du monde de lutte, qu'on soit un champion olympique de lutte, qu'on fasse que la lutte. Mais il y a un mec qui est capable de faire tomber Ousmane et aussi de l'étrangler s'il faut l'étrangler. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il peut le faire tomber quand il veut et il peut l'étrangler parce qu'il sait ce qui se passe au sol. Et debout, c'est pas une merguez. C'est un problème. C'est que si jamais il signe à l'UFC tout de suite, la hype qui va avec, elle est monstrueuse. Vous ne vous rendez pas compte. Le transfert d'habilité motrice oblige les personnes très bonnes dans un domaine à rester très bons dans un domaine et être moins bons dans les autres domaines de combat. Il a réussi à faire ce qu'il y a de premium et d'excellence dans ce qui est la lutte, tout en continuant à développer son MMA, à boxer, à lutter, à étrangler les gens, à soumettre les gens. C'est un vrai problème. À 26 ans, entrer avec un background de lutteur de ce niveau, de ce pédigré, c'est un vrai problème. Mais c'est vraiment, c'est le futur. Et dans ce cas, Fernand, du coup, je vais te poser la question différemment. Quel serait pour toi, par contre, le gros point d'interrogation quand tu vois un athlète comme ça où tu te dis, là, attention, c'est peut-être le point où on doit faire le plus gaffe parce qu'on a l'impression, finalement, qu'il coche toutes les cases, là. Le point où il doit faire le plus gaffe, c'est le sol. Ok. Je vous ai entendu faire des classes. J'ai vu passer des classements récemment, les classements mondiaux, les classements français. Et je suis choqué. Vous avez une visibilité, une précision assez proche de ce que je pense. Mais je suis choqué. Je pensais que les gens avaient compris. Je suis choqué de la mauvaise connaissance que vous avez de Ahmed Salamov. Parce qu'on l'avait mis, attends, je crois qu'on l'a mis 13e sur notre classement français. Je suis choqué. C'est que si on classe le pound for pound étant celui qui a fait des bons résultats, effectivement, sa place tient la route. Si on classe le pound for pound étant celui, c'est que si les gars ils font un open catégorie et que les 15 font des combats, je pense que Salamov serait le troisième en France. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Oui. Je pense qu'il n'y a pas. Je pense que de tout le monde, de tout le classement là, en ce moment, c'est que si on prend tous les Français, ils font des compétitions des MMA, tous les Français, et on fait une open catégorie où il y a tout le monde, je pense que Ahmed Salamov bat tout le monde, exception de 2 personnes. C'est que c'est un problème. C'est non, 4 personnes. Ok. Tu mets Abdul devant aussi? Oui. Okay. Pour moi, l'anti-Beau Nicole, c'est Ahmed Salamov. C'est quelqu'un qui peut le piéger dans son jeu où il est l'excellent. Beau Nicole n'a jamais arrêté de lutter. Il fait le MMA, mais il lutte beaucoup. Il continue à lutter. Il continue à faire des compétitions. Son point fort, c'est qu'il fait beaucoup de compétitions. La compétition est une forme de vie pour lui. Il vit en faisant la compétition. Il ne fait que ça. Ce genre de mec,
peut lutter à tout moment et très longtemps. Le seul piège qu'il y a, c'est qu'il fasse une erreur avec quelqu'un qui fait la même chose en grappling. Ahmed est un poison. C'est littéralement un poison. Il peut piéger n'importe qui en Europe et le soumettre à n'importe quel moment. C'est un vrai. C'est que, l'analyse de Michael Lebou, par exemple, était de dire le fait de ne pas le monter dans le classement, c'est parce que effectivement son adversaire n'était pas terrible. Mais je l'accorde à 100%. Je dis simplement que il y a ceux qui ne le connaissent pas, il y a ceux qui le connaissent. Ceux qui connaissent Ahmed, qui ont croisé le fer avec lui dans les salles de sport, peu importe les salles de sport, savent que c'est un vrai problème. C'est un gros danger. Et quand un mec arrive avec un pédigré aussi profond, aussi fort dans son domaine, c'est toujours très impressionnant. Je paierais beaucoup d'argent pour regarder le combat de Bonical et Ahmed Salamov. Oi, oi, oi. Et oui, donc par rapport à cette position dans le classement pour Ahmed, c'était bien évidemment par rapport à ses accomplissements passés au MMA, où c'est vrai que pour l'instant, on n'a vu qu'un petit peu de sa carrière. Voilà, pour l'instant, il n'a pas la ceinture d'Ares, qui n'est pas une petite ceinture, mais ça reste juste son seul accomplissement. Voilà quoi, il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour le monter en haut de classement. Mais d'ailleurs, il revient quand, Ahmed? Quand on lui a trouvé un adversaire. Ok, ah oui, parce que c'est ça la difficulté aussi aujourd'hui. En gros, le véritable problème d'Ahmed, c'est ça, c'est que le règlement de la Fédération française des MMA veut que Ahmed Salamov affronte des mecs qui ont moins de 8 combats. Je ne sais pas sur la planète s'il y a quelqu'un qui a moins de 8 combats, à part Bonical, éventuellement, qui va battre Ahmed. C'est très compliqué de trouver un mec qui a moins de 8 combats qui va battre Ahmed. Ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment important d'en parler et de dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le règlement de la Fédé, il est fait pour protéger les athlètes. Mais si tu as un mec comme Bonical qui vient combattre en France et pour le protéger, tu lui mets un mec qui a 2-0, comme Bonical qui a 2-0, ou même qui a 5-0, le mec qui affronte Bonical, tu le mets en danger, extrêmement en danger. Ouais. Aujourd'hui, les adversaires qu'on nous demande de matcher sur Ahmed Salamov, tu les mets extrêmement en danger. Il est très, 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 très loin au-dessus de ça. Tu penses qu'il faudrait pouvoir mettre en place des exceptions par rapport à ça? Parce que c'est vrai que par rapport à la fédération, sur le papier, c'est quelque chose de simple pour les combattants, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver face à des situations, comme tu l'as expliqué avec Cyril, où il n'aurait pas pu progresser en France. Enfin, en tout cas, pas au rythme où tu l'as fait progresser. C'est ça. Je les comprends totalement, la Fédé. Comment dire, la structuration de la Fédé, c'est quelque chose d'archi compliqué. Je tiens mon chapeau à Lionel Bosper et son équipe, Johnny Frachet et tous ceux qui y participent et tout, y compris la Fédération de boxe anglaise. J'y étais, c'est très compliqué. C'était pas facile de structurer ce genre de trucs. On a besoin de données fiables et de données quantifiables. On a besoin de choses qui sont pas juste de l'ordre du subjectif. On a besoin de quelque chose de concret. On a besoin de quelque chose qui s'applique à tout le monde, que ce soit le Bellator, l'UFC, Ares. On a besoin que ça s'applique à tout le monde, que ce soit un tel ou un tel, on veut que ça s'applique à tout le monde. Et donc, dans la subjectivité, on n'a pas ça, mais dans le chiffre et les nombres, on a ça. Donc, ils se sont calés en se disant, on va mettre un delta de 4 combats. Donc, on doit rester dans la différence quand on a plus de 10 combats, tous les adversaires peuvent s'affronter. Mais si on a moins de 4 combats, alors on ne peut pas, si on a une différence de 4 combats entre les deux athlètes, alors ils ne peuvent pas s'affronter parce que ça fait beaucoup. Si on arrive à 5 combats, par exemple. Le véritable problème, c'est que, comme tu dis, il y a des exceptions où moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une commission. Ils ont ce qu'on appelle le BTO, c'est le bureau technique, le bureau technique des officiels, ou je sais pas ce que ça veut dire, le bureau technique quelque chose. Ce bureau technique s'occupe de déterminer quel est le combat qui va se faire ou ne va pas se faire. J'aurais bien voulu que ce bureau-là puisse ne pas s'appuyer juste sur les chiffres, mais puisse faire une commission où il y a un comité de sages.
Et leur décision, elle est régalienne. Ils décident, on leur fait confiance, on ne discute pas. Ils décident, OK, le combat peut se faire, il se fait. Le combat ne peut pas se faire, il ne se fait pas. Un peu comme en Suède, ça s'était passé pour le premier combat de Taylor Lapus à l'UFC. Taylor Lapus devait combattre en Suède contre Denis, l'Allemand, Denis Siver? Non. Denis Siver Ouais. à l'époque. Et la commission suédoise a trouvé que Denis Siver avait trop d'expérience, que Taylor Lapus était trop jeune, et ils ont annulé le combat. Donc, il n'y a pas eu de souci. Le combat a été reporté et Taylor a affronté un Taïwanais qui avait à peu près son âge et à peu près le même niveau d'expérience. Et ça a continué. Donc aujourd'hui, euh, ce que j'aimerais, c'est que la fédération, la FMMAF, puisse avoir cette commission-là qui a des personnes qui décident. Et puis bon, l'inconvénient, c'est que s'ils ont décidé, ils ont décidé, tu peux rien dire. C'est leur décision, elle est souveraine et régalienne. Mais au moins, on a des personnes qui sont expertes en MMA et qui peuvent voir que le delta entre Ahmed Salamov et un mec comme, en gros, je leur ai présenté un match. Ahmed Salamov devait affronter Breeze, comment il s'appelle? Quelque chose Breeze. C'est un mec qui est un vétéran de l'UFC. Il sortait à peine de l'UFC. Il avait 14 combats. Ahmed avait 3 combats. Ce combat, pour moi, celui qui était en danger, c'était Tom Breeze. La fédération a refusé le combat. Je trouve que ces mecs connaissent le MMA. Franchement, les mecs qui composent le bureau, le BTO connaissent le MMA. S'ils prennent de manière objective une vidéo et matent la manière dont combat Ahmed Salamov, la manière dont combat Tom Breeze, ils peuvent dire sans risque de se tromper que Ahmed Salamov n'est pas en danger et autoriser le combat. Puisque, in fine, le but, c'est de protéger les gens. Si tu vois que le mec sait se protéger et qu'il va survivre au combat, tu laisses le combat se faire pour développer l'écosystème du MMA en France. C'est aussi ça la force de développement. Le but d'une fédération, c'est de développer la pratique des masses. La pratique des masses arrive parce qu'on réussit à faire des combats qui sont aussi beaux à voir avec des différences sur l'expérience. Quand Srigan a 7 combats et qu'il affronte Volkov qui a une quarantaine de combats, c'est beau à voir parce qu'on voit bien qu'il y a un qui ne connaît pas encore, qui n'a pas les vices du métier, qui n'a pas l'expérience, mais qui va imposer son âge, sa condition physique, sa vélocité, son intelligence face à un expert, face à un vieux pescar. Et c'est ça qui nous manque sur la Fédé, sur le BTO, pour qu'on puisse avoir ces équilibres-là. À suivre, en tout cas, pour la Fédération Française de MMA. On avance, Fernand, avec là, pour le coup, une véritable actualité. C'est Dominick Cruz, malheureusement, qui a été mis KO, bien KO, face à Marlon Vera. Daniel Cormier disait il y a quelques jours, à propos de Tony Ferguson, on a tous une date de péremption, et je pense que Tony Ferguson a atteint la sienne et qu'il ne reviendra plus dans son prime. Et pour Dominick Cruz, même si c'est vrai qu'il a gagné les 2 premières, on n'avait pas l'impression qu'en termes de dégâts, de dommages reçus, Marlon Vera était complètement honte. On se disait que c'était plutôt une question de temps avant que malheureusement Dominick Cruz se fasse mettre KO. Est-ce que toi, tu penses que, pour Dominick Cruz, c'est la fin, et 2, qu'il y a bien une date de péremption? Euh, je vais nuancer le propos sur la date de péremption. C'est ça qu'il ne faut pas le prendre au mot. Il n'y a pas une date à laquelle, quand la date arrive, c'est mort. Euh, je pense que on sait qui est Chico Vera, on sait qu'il est fort, et on a bien vu que sur les 2 premiers rounds, il lui a tenu la dragée haute, de manière claire. Enfin, oublions les dégâts, oublions les dommages. Autant tu peux dire que Dominick Cruz n'a pas fait de dommages sur Vera, autant Vera n'a pas fait de dommages sur Dominick Cruz. Il y a eu un knockdown, Petit une knockdown alerte. quand même, ouais. Mais sans un dommage, le visage était clean. Il n'y avait rien. On a senti qu'il y a un différentiel de puissance. On ne juge pas un combat parce qu'il y a un tel qui est plus puissant qu'un tel. C'est pas parce que Pujanovski est plus puissant que Dominick Cruz qu'il est plus technique que de nous qui va. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que Pujanovski est plus massif et quand il va frapper, il va le bousculer que ça veut dire qu'il a gagné. Jusque-là, le combat était compétitif, on va dire. C'était pas un mismatch. On est d'accord ou pas? Complètement. Voilà. Moi, je salue et j'ai été impressionné par la stratégie de
Dominique Cruz. Pour moi, Dominique Cruz est l'un des mecs les plus intelligents du milieu du MMA. Je parle de l'intelligence du MMA, la compréhension du MMA. Ses analyses, c'est probablement l'un des meilleurs analystes au monde, si ce n'est le meilleur. C'est très profond ce qu'il fait. Il cherche, il essaie de comprendre et ça se voit qu'il étudie. Lors de la presse conférence entre Chito Vera et le face-à-face entre Chito Vera et Dominique Cruz, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était mémorable. Je pense que je n'ai jamais vu ça sur une presse conférence. Deux personnes qui se connaissent, qui s'analysent, qui disent ce que l'un est capable de faire. C'était ultra impressionnant d'avoir Dominique Cruz qui avait fait ses devoirs, qui connaissait exactement ce que Chito Vera est capable de faire. Vraiment complètement. Il était capable de dire tu montes un casque sur la tête, tu montes ta garde comme si tu avais un casque sur ta tête, tu avances. Incapable de, tu protèges tous tes organes vitaux, tu protèges ton foie, tu protèges ton sternum, tu protèges ta tête, tu protèges machin, impossible de te toucher, et tu avances et tu fais mal. Tu as ton crochet gauche qui fait ça, tu ressors avec la jambe droite et tout, on voit que tu archi précis. Il lui a donné tous les détails, le breakdown total. Il lui a dit, je sais que quand je vais t'amener au sol, tu montes ta garde très haute, tu me mets en danger sur un machin, tu mets des coups de coude sur la tête. Il le connaissait à la perfection. Quand il a fini d'analyser le combat, je me suis dit, comment est-ce qu'il va faire pour le battre? Quand Dominique Cruz a terminé son analyse sur Chito Vera, je me suis dit, comment il va faire pour le battre? C'était quasiment mission impossible. Et puis il arrive et il sort cette stratégie de volume énorme, de toucher sans être touché, d'utilisation de fin de lutte, parce qu'il se rend compte que s'il veut le lutter pour de vrai tout le temps, il aura du mal. Mais de temps en temps, quand il y a Vera qui avance, il lui met un timing, il le pose sur les fesses, il revient debout parce que c'est très chaud au sol. Tout de suite, il est mis en danger sous les soumissions. Il revient. Moi, j'ai trouvé que c'est ce qu'on demande, quoi. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait de l'engagement. Il se mettait grave en danger sur ses entrées, effectivement, parce que à chaque fois, il y avait un contre qui lui pendait au nez et les contres de Vera, ça fait mal. Mais de là à dire qu'il est hors jeu et que c'est fini et qu'il est à date de préemption, je trouve que c'est trop, quoi. Enfin, non, date de péremption, c'est dur dans le sens où quand un produit, quand une boîte de conserve est périmée, c'est fini. Enfin, tu le mets à la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut le prendre au deuxième degré. Je pense que il n'est plus le même qu'il était. Il a été double champion, mais je pense qu'il a encore un niveau très solide. Il a fait un combat très compétitif et le combat s'arrête sur une frappe, une frappe, une frappe. On ne peut pas juger un mec sur. En termes de cardio, il n'a pas baissé de régime. Il a continué à être volant tout le temps. Il a continué à être aérien, touché sans être touché, entré touché. Et quand il fallait, il le mettait au sol. Pour mettre quelqu'un au sol, il ne faut pas que de la technique, il faut aussi de la puissance. Quand tu as un vétéran comme Dominique Cruz qui est capable de mettre Vera au sol une fois, deux fois, alors il est bon. Donc, moi, perso, je n'enterre pas si vite que ça. Je sais que je ne m'attends plus au mec qui est à son prime, mais ce mec-là pas encore battre beaucoup de bantamweight. Il peut encore, peut-être pas aller sur le course de la ceinture, sur la course de la ceinture, mais je le vois encore être compétitif longtemps. Ok, ok. Parce que moi, c'était plutôt ça dans le sens pour Dominique Cruz. C'est vrai, comme il ne veut que la ceinture, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ça peut être compliqué pour ce niveau-là. C'est ce qu'on veut voir des athlètes qui nous ont tant fait rêver, toujours performer, même si c'est un niveau moindre, tu vois. Entrer dans cette phase type Anderson C'est ça. Silva. C'est ça, c'est ça. Encore une fois de plus, moi, je vais pas juger le combat sur ce high kick qui termine. Je trouve qu'il a fait tellement de bonnes choses que c'est dommage d'arrêter l'image dessus. Je pense que ce qui nous amuse dans le MMA, ce qui nous intéresse aussi, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de coachs qui auraient pu trouver la solution pour battre Vera. Je ne suis pas sûr. Il a fait ce qu'il fallait. Il est allé le chercher, il est allé combattre, il a boxé, il a pris des risques.
Mais ça marchait parce qu'en termes de points, tu donnais en termes de points, il était comment? En termes de coups de nez, bah, c'était nettement inférieur pour Marlon Vera, comme son combat contre Rob Font. Ah, bah, donc, du coup, on est d'accord que si le combat s'arrête, il gagne. Si le combat s'arrête, oui, il gagne. Dans le sens où Marlon Vera, alors Dominic Cruz avait le round 1, 2, Marlon Vera avait le troisième round. Ok. Écoute, moi, perso, je ne l'enterre pas si vite. Je ne vais pas repartir pour la course à la ceinture, Mhm. mais je pense qu'il peut encore nous donner du beau spectacle. Moi, je me suis régalé. J'ai aimé le combat, c'était pas mal. Eh bah parfait. On avance, monsieur, et donc là on va passer aux questions, une nouvelle question de Enfin, quoique non, avant la question, le petit pronostic quand même pour Kamaru Usman contre Leon Edwards. Le numéro 1 du pound for pound revient ce week-end. Alors, est-ce qu'on va avoir un changement de patron chez les welterweight ou toi là tu te dis promenade de santé easy? Pourquoi tu vas toujours dans les deux extrêmes? Non, parce que je sais que tu nous habitues au hot take hein, quand même. Hein. Au hot take, hein, donc bon. Non, mais non, je vais pas, ça, c'est pas une promenade de santé. C'est pas une promenade de santé, mais je vois difficilement. Euh, Léon Edwards euh, s'imposer. oui, je sais pas comment il va faire. Et qu'est-ce qu'il pourrait faire, par contre? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ouais. C'est de ne pas respecter la lutte de Kamau. Il faudrait qu'il ne respecte jamais la lutte de Kamara et qu'il le bombarde. Qu'il soit en mode toucher, ne pas être touché et je bombarde et je change de direction. En gros, il aurait fallu qu'il ait le style de boxe d'Israël Adesanya. Il faudrait qu'il soit capable de toucher sans être touché, piquer. Pourquoi avec les types? Parce que les types vont obliger, les Francs vont obliger Ousmane à resserrer ses coudes et donc ne pas trop s'ouvrir parce qu'à chaque fois qu'il sera ouvert, il va prendre un mauvais coup à l'intérieur au corps et ça commence à gêner à un certain moment. Les changements de direction, c'est la clé. Que ce soit pour la boxe, que ce soit pour la lutte, les changements de direction, c'est la clé. D'avoir la conscience de l'avoir dans l'œil et de boxer avec des incertitudes de direction. Ça annule la lutte. Du coup, ça te pousse à moins avoir peur de la lutte parce que tu sais que je change de direction de manière aléatoire. Au moment où le gars va shooter, il sera sur un angle qui est un angle mort où moi, personnellement, il n'aura pas assez de puissance pour m'amener au sol parce qu'il aura un bout de mon genou et ce ne sera pas assez puissant, je vais pouvoir m'en sortir. S'il y a ça et s'il y a un gros débit, alors il est capable d'aller chercher une victoire à la décision. Et donc, pronostic final, Kamaru Usman par quoi? Par KO ou par décision? C'est que Ok, quel round? je pense qu'il va le tarter à la fin du premier round ou bien au deuxième round. Ah ouais, à ce point-là, grâce à sa lutte ou... Grâce à sa lutte, je pense qu'il va pas faire de détails. Je pense que là, il a trop fait le beau en boxant. Et je sais qu'il va faire croire aux gens qu'il a envie de boxer, mais j'ai l'impression qu'il va arriver, il va l'emballer, il va le poser sur le dos, et il va se mettre à taper, 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 taper. Maintenant, est-ce que l'autre va correctement encaisser, recomposer et se mettre à l'abri pour que ça puisse durer 5 rounds? La question, c'est juste ça. J'ai l'impression qu'on aura un combat qui va se passer au sol avec Camaro dessus en Grand Lincoln et comment il s'appelle, Leon Edouard qui sera en mode survie au sol. La question est-ce que Leon Edouard aura des bonnes positions pour pouvoir arriver à la fin du round à chaque fois ou est-ce qu'il va craquer à un moment donné et qu'il va prendre et que l'arbitre est obligé de le protéger? Je n'en sais rien. Je pense que ça pourrait arriver au deuxième round. Bien. Et place maintenant, et puis tu vois, comme quoi j'avais raison, tu me disais c'est soit un opposé, soit l'autre, toi, je pense qu'il va le tarter au premier round. Alors, avançons. Vas-y. Arrête, toi, je te connais, tu vas mettre un gros titre. Fernand Lopez dit qu'il va le tarter au premier round et tout alors que c'est pas exact. Là, effectivement, dit comme ça fait sens unique, tu vois ce que je veux dire? Mais non, je sais pas comment dire. Je pense que debout, Ousmane ne peut pas faire ce qu'il veut. Mhm, je suis d'accord. Ousmane peut mettre des gens KO
Mais avec Leon Edwards, il ne peut pas faire ce qu'il veut debout. C'est compliqué, Leon Edwards debout. Même au sol, Leon Edwards n'est pas nul au sol. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le domaine sur lequel Ousmane est dominant, il va dominer. Il va juste le dominer. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin sur RMC Sports. Question donc de MTK Miam. Pourquoi le judo est si peu représenté? On parle souvent de JJB et lutte, mais jamais de judo. Pourtant, je verrais bien pas mal de techniques efficaces en MMA à haut niveau. Alors, le judo est bien représenté. Moi, je trouve pas que le judo est mal représenté. Je pense juste qu'on voit moins de techniques de judo parce que le judo est technique, c'est très complexe. La projection de lutte, elle est à la portée de tout le monde. Une projection de judo, c'est complexe à faire. Le judo a beaucoup de timing. Le judo, les mecs qui ont brillé en judo, comme Caro Parisienne, c'est des mecs qui, ils avaient des petites techniques très belles, pas forcément des grosses, comment dire, des grosses techniques où on charge le mec comme les kataguma et tout, mais non, juste des petits sasaye, des petits koshi, des petits oshi, enfin, ce sont des petits balayages et tout, et c'est ça qui rend l'efficacité du judo finalement. C'est que, sauf que ces techniques-là dont je parlais, tu ne peux les réussir que si tu es dans le temps, si tu es dans le déplacement, si tu es dans le mouvement, et c'est très difficile à apprendre. Moi, je me suis amusé sur ce camp d'entraînement de Cyril Gann à lui apprendre. On avait fait venir un poids lourd de judo avec un bon niveau pour travailler sur les balayages dans le timing de judo, justement. Et c'est pas facile comme apprentissage. C'est que quand tu l'as, c'est archi facile, ça passe tout seul. Mais quand tu ne l'as pas, va essayer de faire un arai ou un uchimata, tu vas voir que le grand fauchage, uchimata, tu vas voir que c'est pas si facile. N'importe qui te compte si tu n'as pas le bon mouvement, si tu ne fais pas la bonne préaction, si tu ne crées pas le déséquilibre. Je tire le kimono pour que l'autre vienne sur la pointe des pieds et là, il a ce qu'on appelle la surface de frottement de ses appuis au sol est tellement fine que tu peux rompre l'équilibre facilement. Donc, je pense que la lutte est à la portée de tout le monde. C'est vraiment tout le monde qui, tu prends un gros striker, un gros boxeur et tout, il apprend à lutter. Je pense que l'efficacité avec laquelle Georges Saint-Pierre, qui n'a jamais fait de la lutte avant, est devenu un bon lutteur. C'est très compliqué d'avoir un mec qui devient un bon judoka dans le judo. Tu ne peux faire le judo que si tu as appris le judo. Tu peux pas t'improviser et devenir un bon techniquement en judo pendant le MMA. Enfin, c'est très fin le judo. J'ai déjà vu Rislen Zouak apprendre des techniques de judo, des mouvements de judo à Francine Ganou. Je l'ai vu apprendre des mouvements de judo à Cyril Gann, même à Taylor Lapulus aussi. Et les gars s'entraînent, mais tu sens que c'est le sport où c'est plus laborieux à aller maîtriser le truc. Parce qu'il y a de la finesse. Il n'y a pas que le truc de bourrinage, je viens, je fais un double leg, je t'arrache, je te slam. Il y a de la finesse, il y a le timing, il y a du timing aussi en lutte, il y a de la volonté de rendre la technique efficiente. Mais il y a plus de timing en judo. Si tu le fais une seconde avant, une seconde après, tu as loupé le bon moment pour faire ton balayage. Et donc, c'est ça. Mais attention, il y a des personnes qui font briller le judo. Mais ces personnes, vous avez remarqué qu'elles viennent toujours du judo. Enfin, c'est des noms qui me viennent en tête. Aoki, qu'on connaît aujourd'hui pour le sol, pour ses qualités au sol, c'est un excellent judoka. Qui d'autre? Ronda Rousey, par exemple. Ronda Rousey, Hector Lombard, Sexyama, c'est un excellent judoka qui a fait à l'époque le K1 et tout. Et Satoshi Ishii. Ici, tu l'as connu, champion du monde, champion olympique et tout. Complètement. Bon, voilà. Donc, il y a même le Coréen, là, Kim Dong-yoon aussi, qui est un très bon judoka. Mais le judoka est bien représenté avec, à l'époque, des mecs comme Fedor Emelianenko, aujourd'hui avec des filles comme Clara, Kayla Harrison, ouais. Kayla Harrison. Et voilà, mais le judo est bien représenté, soyez rassurés. Bien, Fernand, on en a terminé pour cette semaine. Petit point sur le pack Ares UFC
2-3 septembre prochain, apparemment, il y avait des tickets d'or Ares Fighting Championship pour tous ceux qui prenaient leur billet. Est-ce que c'est épuisé? Il en reste. Il en reste. Il en reste. Mais quelques-uns seulement. Ne me demandez pas les places du UFC. Il en reste. Vous allez ici, c'est quoi? Là, 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 là. C'est quoi sur le... Et donc, du coup, vous allez sur Ares et tout, je rigole, mais sur le site Ares, je crois sur la bio aussi de... Les liens, ils sont où? Je crois que c'est la bio de l'Instagram d'Ares, sur le Facebook aussi, sur le site d'Ares et tout. Vous avez des places, vous achetez une place, et il est possible que dans la place que vous achetez, combiné à la place que vous achetez, que vous ayez un ticket gratuit pour l'UFC le 3 septembre, le lendemain d'Ares. Ça veut dire que vous avez la possibilité de faire le combo Ares et ensuite aller sur l'UFC. Et puis, au pire des cas, si vous n'avez pas gagné à la loterie, vous aurez une fight card de malade sur Ares. Je vous rappelle que on a resté sur les réseaux connectés ce soir et tout. Vous aurez le embedded de la préparation du main event entre Ivana et Alexandra Tekena. Alexandra Tekena, qui va représenter la France. Elle aura besoin de votre soutien. Ensuite, il y aura la ceinture des poids lourds entre comme Azamat versus Slim Traveski, que vous connaissez déjà, un autre poison, un gros lutteur. Et puis, vous aurez le combat qu'on attend tous entre William Gomis versus Alioune Ndiaye à 66 kilos. Joagua versus Jaguar. D'ailleurs, tu vas nous faire un tête-à-tête entre les deux ou pas? Évidemment. Évidemment, et j'ai hâte. J'ai hâte parce que là... Voilà, j'ai envie que les deux soient face à face et qu'on puisse ressentir, détecter dans le regard et deviner ce qui va se passer le jour du combat. Ah oui, oui. Non, et puis, la même fight card, on a Teddy Violet, le roi des gypsies qui fait son retour. On a Baki Baisango qui fait son retour. On a qui d'autre? Paulin Béguet qui fait son retour contre un mec qu'il avait déjà affronté lors des championnats du monde amateur des MMA. Et les deux vont faire un rematch sur Ares. Et puis quand même, Demarte Peña contre Mustafa Aida. Absolument. J'allais oublier ce combat. Très gros combat. Très gros combat. Pour le futur de la catégorie Bantam à Ares. J'espère vraiment que Mustafa va trouver la bonne voie pour transporter le public français. Complètement. Que ça, s'il nous fait une très belle performance là, je pense qu'il aura mérité le titre vacant de Bantamweight. Attends, le combat pour le titre vacant ou le titre vacant? Il aura mérité le combat pour le titre vacant. D'accord, ok. Tu peux pas avoir le titre sans le combat. Non, mais je sais. Ok. T'as raison, vaut mieux donner des précisions. Oui. Effectivement, je pense au titre pour la ceinture. Je pense que ce combat-là, il le gagne. Il est parti pour faire le combat pour le titre de Bantamweight de Ares. Et ben voilà, les gars, vous avez les infos ici. Ares 8, le 2 septembre, UFC Paris, le 3, quelques tickets d'or encore disponibles, King. À la semaine prochaine.